Salut, c'est Lilian, on se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo sur la RAO, sur le lore de Tower of God, et où nous allons parler du top 100 des rankers. Cette vidéo est à voir à la suite de la précédente, donc je vous invite à y aller si vous ne l'avez pas déjà vue, ou si vous avez besoin d'un petit rappel. Mais trêve de bavardage, la vidéo sera assez longue, alors commençons sans plus tarder. A partir de maintenant, nous allons commencer à entrer dans du lourd, et je vais donc commencer à vous donner plus de détails sur les personnages, notamment ceux pour qui il y a du lore non canon. Je parlerai aussi de ceux dont le classement n'a pas été révélé mais qui sont très probablement dans ce top, et enfin, nous pourrons attaquer le top 17 des rankers, où je détaillerai chacun d'eux. Il y a tout d'abord 3 personnages présents dans le top 100 dont on ne connaît pas la position exacte. Il y a Evan Hedrock, dont la présence dans le top 100 peut paraître assez étrange, puisque ses capacités n'ont pas l'air exceptionnelles, mais il faut bien se rendre compte qu'il ne s'est jamais vraiment battu à fond. Comme Yuri adore se battre directement, il a plutôt tendance à agir en tant que soutien et à ne pas s'impliquer plus que ça. Mais sa plus grande particularité est le fait qu'il soit un guide. Les guides sont très rares et d'une grande utilité car ils peuvent voir le destin, l'avenir en quelque sorte. Chose que seul un irrégulier ou d'autres trucs plus particuliers comme par exemple Emily peuvent changer, ainsi que les guides eux-mêmes. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est presque impossible de les surprendre au combat. Et Evan n'est pas qu'un simple guide, il est aussi le chef des guides royaux, qui sont des guides au service de la famille royale. Il occupe donc une position plutôt importante, ce qui doit justifier en grande partie son classement. A noter aussi qu'il possède de nombreux objets très utiles et visiblement assez rares. Ensuite, il y a Khun Macheni Jahad, dont la place est largement justifiée je pense. J'en ai déjà pas mal parlé dans ma vidéo sur les princesses de Jahad, alors je vais essayer d'être concis. C'est la détentrice du mets jaune, elle a participé à la capture d'Ene Jahad, ce qui est un événement majeur. Elle a inventé la technique de la lance de foudre que l'on surnomme l'ultime technique de lance, car elle permet à son utilisateur de prendre la position de lanceur sans même avoir de lance. Cette technique lui permet d'ailleurs de passer de la position de pêcheur à celle de lanceur sans aucun problème. Elle est d'ailleurs extrêmement forte dans ces deux positions. C'est aussi une Jeon Sulsa, c'est-à-dire qu'elle maîtrise l'électricité. On peut aussi voir qu'elle était déjà très talentueuse et folle de combat dans sa jeunesse en voyant sa donnée se battre contre la donnée de Jahad, dans les tâches cachées. Enfin, le troisième est Ha Jin-sung. Il est incroyablement puissant et très fort dans les arts martiaux, même pour un membre de la famille Ha. Tellement qu'il a pu tuer une branche entière de la famille Ha à cause de la mort de sa femme. Il est même craint par les Slayers et les Elders du Fugue, ce qui a d'ailleurs permis à Bam de faire équipe avec Wangnan et les autres au début de la saison 2, malgré la réticence des grosses têtes du Fugue, puisqu'il était sous sa protection. Il a une immense résistance au Shinsu, assez pour ne pas être inquiété par l'arme anti-haut-ranker El Robina. Il est aussi très vieux, sa naissance se situant environ durant l'ère de l'Ascension. Il a pu rencontrer et parler à Jahad dans sa jeunesse, ce qui est extrêmement rare et montre à quel point il est vieux. Il est aussi un grand symbole de peur au sein des 10 grandes familles, car à une époque, il tuait tous les membres des 10 grandes familles qu'il croisait, tant sa haine envers eux était grande, mais il s'est calmé depuis. Ensuite, il y a un personnage du top 300 dont on connaît le classement exact, il s'agit de Arye Ajiferion Jahad, qui est 36ème du classement. On ne connaît pas grand chose à son propos, si ce n'est qu'elle possède l'Octobre Rouge, et qu'elle est la seule, avec Urek Madzino, à avoir réussi le test spécial d'Aryehon, au 100e étage. Maintenant, avant de passer au top 17, je vais vous parler de ceux que j'estime pouvoir voir dans le top 100, mais pour lesquels on n'a aucune affirmation. Il y a tout d'abord Quadrado, dont on ne sait presque rien à part qu'il a accompagné Jahad et ses 12 grands guerriers à l'époque du Grand Voyage, donc durant leur ascension de la tour. On sait qu'il a gravé des histoires sur leur voyage sur l'arme Kranos qu'utilise Yuri face à Karaka dans l'arc de la Station des Noms, et qu'il utilisait cette arme avant de la perdre face à Urek Madzino. Vu l'importance d'un tel personnage au niveau des histoires les plus reculées de la tour, il est sans aucun doute dans le top 100 et même sûrement très proche du top 17. Il y a aussi les princesses Heis Jahad, à qui l'on a proposé l'un des 13 mois mais qu'il a refusé, Pondo Jahad, qui a participé à la capture d'Ene Jahad, et Anne Jahad, qui possède le janvier argent. Il y a aussi Alfid Jahad, qui possède le joint lumineux, et Aryehorn Jahad, qui est la toute première princesse de Jahad. Et comme ces deux dernières sont portées disparues, ce sont des Blue Halls. Et en parlant des Blue Halls, ceux comme Kal Elam ou Garam Jahad pourraient bien avoir leur place dans le top 100 eux aussi, s'ils redeviennent actifs. Ensuite, il y a Jo Chun, de son vrai nom Harry Chun, qui est l'un des 3 seigneurs de l'Empire de Jahad.
On ne connaît pas ses capacités au combat, mais le simple fait qu'il soit un fils direct de Harry Han doit faire de lui quelqu'un de très puissant. Et même en dehors de ça, sa position de seigneur de l'Empire suffit à le rendre extrêmement influent, car lorsque vient son tour de gouverner, il se retrouve littéralement à la tête de l'Empire. On pourrait aussi citer les Slayers du Fugue, comme Imor ou Pefomemor Seto, l'Elder Sophiatan, ou encore le Maître des Vankel, qu'il évoque brièvement, mais on ne connaît quasiment rien à leur propos. Il y a les jumeaux de la famille Ha, dont les parents sont Harry Han et Hayurin, deux chefs des 10 grandes familles, et donc 2 irréguliers. Ces jumeaux doivent donc être extrêmement puissants, avec une pareille descendance, et ils sont aussi très influents puisqu'ils se partagent le pouvoir de la famille Ha. Il y a aussi sûrement des membres de la R.E.D. et de la garde royale, ou du Wolexang, tout comme dans le top 300, et peut-être aussi des commandants de corps de l'armée de Jahad. Enfin, pour ceux dont le classement doit être extrêmement proche du top 17, il y a les 2 seuls chefs des 10 grandes familles qui ne sont pas dans ce top. Le premier est le chef de la famille Lopobia, dont on ne connaît pas le prénom d'ailleurs, s'il en a un. On ne sait quasiment rien à son propos, on sait qu'il est très attaché à ses fils, et qu'il est considéré comme le meilleur anima de la tour. Un anima est une position spéciale qui se réfère à ceux qui peuvent contrôler des Shinhe, ainsi que d'autres créatures. Mais le chef de la famille Lopobia est lui-même capable de contrôler tous les Shinhe et animaux de la tour, voire même certains humains. Je vous laisse imaginer à quel point ces capacités peuvent être dangereuses. Et d'ailleurs, on le voit avec Yasracha qui n'a qu'une partie de son pouvoir, mais qui est capable de contrôler tout le clan de Yama. Imaginez-le contrôler en plein champ de bataille un barracuda ou une baleine tueuse, qui sont respectivement les plus violents et les plus forts de tous les Shinhe de la tour. Imaginez-le contrôler des humains en pleine guerre, faisant s'entretuer des amis ou de la famille pour semer le trouble dans les rangs ennemis. C'est un pouvoir vraiment cheaté. De plus, sa place à la tête d'une des 10 grandes familles, une famille qui est d'ailleurs plutôt nombreuse et influente, et qui est sûrement la plus fidèle à Jahad, lui donne une influence énorme dans la tour. Et enfin, ultime argument, c'est un irrégulier, comme tous les autres chefs des 10 grandes familles. C'est pourquoi il est sûrement très proche du top 17, sûrement dans le top 20 d'ailleurs. Et enfin, il y a Harry Han, le chef de la famille Harry, l'une des 10 grandes familles. Sa famille est connue pour être pacifiste et fait donc assez peu parler d'elle. De plus, on ne sait pas grand chose, que ce soit sur lui ou sa famille. On sait qu'il a eu 2 enfants, des jumeaux, avec Hayurin, la chef de la famille Ha, et qu'il est le père d'un des 3 seigneurs de l'Empire, Jochun. On sait aussi qu'il se bat très probablement avec une aiguille, car tous les membres de sa famille se battent ainsi, contrairement à ceux de la famille Arie qui se battent à l'épée. On peut d'ailleurs émettre l'hypothèse que lui et Ariehon sont liés par le sang, de par la ressemblance de leurs noms et par la relation familiale qu'il y a globalement entre leurs 2 familles. Si son côté pacifiste le rend sûrement assez discret, il doit tout de même être extrêmement puissant et influent, de par son statut d'irrégulier et de chef d'une des 10 grandes familles. Et pour conclure avant de passer au top 17, je fais une petite mention honorable pour ceux qui étaient probablement dans le top 100 mais qui sont morts. Il y en a sûrement eu pas mal dans les différentes guerres et accidents qu'il y a eu dans la tour, même si on ne connaîtra sûrement pas la plupart d'entre eux, mais on en connaît quand même quelques-uns. Surtout des princesses de Jahad en fait. Vous avez Anak Jahad, la vraie, Rebecca Pon Jahad, Yunie Jahad et Yuram Jahad. Je vous redirige vers ma vidéo sur les princesses pour plus d'infos. Mais on peut aussi supposer que l'ancien gouverneur du 2e étage en était un, puisque c'est un étage plus important que les autres. On a bien vu Evankel sortir du top 100 alors qu'il était 60ème, juste pour avoir perdu ce poste. Et d'ailleurs, le remplaçant d'Evankel est peut-être lui-même un nouveau membre du top 100. Enfin bref, après ce grand tour d'horizon, nous allons pouvoir rentrer dans ce que vous attendez tous, le top 17. Yeon Anna. C'est la chef de la famille Yeon, l'une des 10 grandes familles. Elle est considérée comme la plus belle femme parmi les grands guerriers. Même si on l'a parfois suspectée de ne pas aimer les hommes, elle est en fait assez douce, gentille, avec les hommes comme avec les femmes, ce qui est très rare parmi les chefs des 10 grandes familles. Malgré cette gentillesse, il est dit qu'Anna est la plus terrifiante des femmes lorsqu'elle est en colère, d'après les chefs des 10 grandes familles. Il est dit qu'une fois en colère, elle surpasse même Hayurin, qui est pourtant réputé pour avoir une personnalité affreuse. Mais c'est impossible à confirmer puisqu'aucun d'entre eux n'est actif actuellement. Bien qu'elle soit à la tête de sa famille, aucun membre de la famille Yeon ne partage son sang. Ils sont tous nés de Yeon Hillard, car Yeon Anna est en fait vierge. Selon une rumeur, elle n'a pas pu pardonner à un homme avec lequel elle s'est séparée il y a longtemps. Et elle a donc décidé de faire un contrat avec un administrateur afin de devenir une femme qui ne peut ressentir de l'amour envers quelqu'un du sexe opposé. Yeon Anna mesure 1m69, son surnom est Cyclidée, qui est une espèce de poisson. Elle occupe les positions de pêcheur et de manieur de vague. C'est aussi une Wayeomsa,
c'est-à-dire une manieuse de flammes, et il est d'ailleurs très probable qu'elle soit la plus puissante manieuse de flammes de la tour. Endoloc Blodmader. Il est le chef de la famille Endoloc, l'une des 10 grandes familles. Il fait 13 mètres 27, oui, plus de 13 mètres. Son surnom est Tortue à longue durée, un surnom qui plairait sûrement pas mal à Rak, et qui fait référence à sa position de défenseur au combat, et à son obsession d'immortalité. En effet, d'après le lore non canon, lorsque Jahad et ses 12 compagnons, ainsi que peut-être certains habitants de la tour, comme Quadrado, ont passé le test de l'administrateur du 100e étage, ce dernier leur a offert à tous l'immortalité. Mais parmi eux, V a refusé, c'est d'ailleurs pour cela qu'il a pu se suicider plus tard, et Blodmader a au final été le seul à ne pas y avoir droit, bien qu'on ne connaisse pas la raison. Blodmader demanda alors à l'administrateur comment il pourrait devenir immortel, et ce dernier lui donna cette condition. Si tu maudis tous tes enfants et leurs enfants à avoir une vie courte, alors tu obtiendras l'immortalité en recevant leur vie. Blodmader était déchiré à cette idée, mais ne put pas surmonter sa peur de la mort. Depuis, tous ses enfants sont condamnés à une vie courte, même si dans la tour, une vie courte équivaut à genre 100 ans, et même plus pour un rancœur. Mais en tout cas, aucun enfant de la famille Endoloc ne peut vivre éternellement. Après cela, Blodmader eut de nombreux enfants afin de rallonger sa durée de vie, et c'est donc celui qui a eu le plus grand nombre d'enfants parmi les chefs des 10 grandes familles. Mais à cause de cette malédiction, sa famille est la moins influente parmi les 10 grandes familles, et a le plus faible nombre de rancœurs pour la simple raison que leur durée de vie n'est pas assez grande pour qu'ils aient le temps d'atteindre le sommet. L'une des solutions ayant permis de contrer ce problème est l'adoption. Ainsi, les rancœurs et membres les plus influents de la famille Endoloc sont des enfants adoptés. En tout cas, la position de Endoloc Blodmader en tant que chef de famille est absolue. Et comme certains de ses enfants se sont mariés en mentant sur leur origine, le sang de Blodmader s'est répandu un peu partout dans la tour. Il est dit qu'un large effort est déployé pour trouver ceux qui possèdent son sang, mais bon, je vous avais déjà un peu expliqué tout ça dans l'épisode 3 sur les 10 grandes familles. En tout cas, il est sûrement le meilleur défenseur de la tour, et il paraît que la combinaison entre lui et Khun Hedan est l'une des plus puissantes combinaisons pour porteurs de lance de toute la tour. Il est dit qu'ils étaient extrêmement difficiles à arrêter. Mais bien sûr, Blodmader peut aussi occuper n'importe quelle autre position au combat, sans trop de problèmes. Enfin, petit détail très intéressant pour cette partie du lore non canon, il est dit qu'il est très lié à Han Sung-yu. Dans tous les cas, le fait que Endoloc Blodmader soit si bas dans le classement alors que sa famille n'a que peu d'influence, prouve qu'il doit être un véritable monstre au combat, tout en étant quasiment intuable. Grace Mirkea Luslek. Il est le créateur, le Slayer numéro 1 et le dieu vivant du Fugue, le groupe criminel le plus dangereux de la tour. Il a de nombreux surnoms, les gens l'appellent le dieu des diables, le roi démon ou encore l'hérétique, mais son véritable surnom est Poisson-Tigre, ou Tiger Fish en anglais, qui est une espèce de poisson assez imposante et qui fait référence à sa tendance, quand il voit quelque chose de brillant, à se précipiter dessus. Il mesure 1m97, on sait qu'il est né au 80e étage et qu'il a donc dû rejoindre le groupe de Jahad lors du grand voyage à cet étage, puisqu'il était impossible pour les habitants de la tour de changer d'étage avant l'instauration du système des réguliers par Jahad. Il occupe la position de pêcheur au combat et son nom est sûrement une référence au joueur de foot roumain Mircea Lucescu. Même si le Fugue est un danger, son influence ne surpasse pas celle d'une des 10 grandes familles, ou même d'un de leurs chefs, puisqu'ils ont passé un contrat spécial avec les administrateurs de la tour. Cependant, Luslek surpasse certains chefs de famille dans le classement car il représente l'absolue noirceur de la tour, ainsi que l'opposition envers Jahad. Comme je l'ai dit juste avant, il est l'un des habitants de la tour à avoir aidé Jahad et ses 12 compagnons à la gravir lors de la période du grand voyage, à partir de l'étage 80. Garam Jahad a dit dans l'arc de l'étage de la mort qu'il était un seigneur de guerre au service de V, l'un des compagnons d'origine de Jahad. Personne ne sait véritablement comment ni pourquoi il a créé le Fugue, et ses actuelles intentions ne sont pas très claires, mais il est très probable que sa loyauté envers V, ainsi que les liens qu'il a dû forger avec Arlen Grace, le poussent à vouloir éliminer Jahad, soit par vengeance, soit par simple devoir, ou même un mélange des deux. Son lien avec Arlen se voit simplement à son nom, auquel il a rajouté le nom Grace d'Arlen Grace, tout comme il l'a fait pour le nom de candidat Slayer de Bam, Jovial Grace, ce qui ici fait sens, puisque Bam est le fils d'Arlen. On en sait très peu sur lui, mais son nom a été plusieurs fois mentionné de manière plutôt familière par Ha Jin-sung, ce qui montre que lui et Luslek se connaissent assez bien. Il semble être du côté de Bam, puisqu'il disait être assez embarrassé d'apprendre que Karaka avait comploté pour tuer Bam durant la bataille de l'atelier. Et cela semble d'ailleurs logique, puisque Bam est le fils d'Arlen, avec qui Luslek semble être lié. Lors de la saison 3,
on apprend qu'il est favorable à ce que Bam se confronte à l'armée de Jahad lors de la bataille du Nid, espérant qu'il grandisse de ses épreuves. Contrairement à l'Elder Sophiatan, qui pense que ces événements le dépassent. On voit donc bien qu'il est l'un de ceux qui croient le plus au potentiel de Bam, sûrement car il sait, pour les avoir côtoyés de près, à quel point le potentiel d'un irrégulier est énorme. Il est aussi possible, même si rien n'est confirmé actuellement, qu'il soit la personne avec qui Waryun parlait du combat officiel entre Bam et le Ranker de Test, et de son potentiel impact sur la tour. Il est d'ailleurs probable que ces deux-là soient en relation directe depuis le début de l'histoire. Même si comme tous les personnages les plus anciens, sa puissance est difficile à évaluer car il est inactif depuis longtemps, il paraît être un guerrier incroyable. Il est dit que son grand crochet noir est capable de transpercer n'importe quoi. Il est d'ailleurs tellement puissant que le simple fait qu'il passe à l'action obligerait l'un des chefs des 10 grandes familles à intervenir. Il est d'ailleurs probable qu'il soit constamment surveillé par l'un des opéras, le phare le plus puissant de la tour, qui permet de voir tout ce qu'il s'y passe, voire par l'œil de dieu de Tupeli Tpeli. Il est aussi sans conteste l'un des plus puissants rankers si on enlève les irréguliers. Pobido Gusteng. Il est le chef de la famille Pobido, l'une des 10 grandes familles. Il mesure 1m83 et occupe la position de manieur de vague. Il est d'ailleurs le manieur de vague et l'écrivain le plus connu de la tour, ainsi que le fondateur de l'association de recherche, une association dont j'avais déjà parlé dans la vidéo sur les 10 grandes familles. Son nom provient probablement du scientifique norvégien Gustav Godernak. C'est en effet un homme d'une grande intelligence. Il s'est présenté à Bam comme un expert de la science et de la médecine, et a en effet pu soigner Rachel d'un poison mortel en un clin d'œil. Il est aussi probablement, à part quelques excentriques de l'atelier, la personne qui en connaît le plus sur la tour. L'atelier et Gusteng sont très proches. Maxet, le créateur de l'atelier, et Gusteng se contactent d'ailleurs souvent pour échanger des histoires. Il est d'ailleurs probable que ces deux-là soient alliés et que Maxet soit l'homme à qui Gusteng parle lors de la bataille de l'atelier. De par sa grande connaissance de la tour, il existe une rumeur qui dit que Gusteng connaîtrait un moyen de sortir de la tour. En entendant cette rumeur, Urek Madzino s'est rendu chez lui en espérant découvrir le moyen de sortir de la tour, mais il en est juste ressorti avec une migraine et a dit à Baekryun qu'il serait, je cite, plus simple pour lui de sortir de la tour avec une cuillère que d'apprendre quelque chose de ce type. Gusteng est aussi la personne qui a lancé la recherche à propos du Shinsu, étant intrigué par cette chose qui n'existait pas à l'extérieur de la tour. Il est aussi très intéressé par les guides, mais ce sujet est tabou au sein de l'association de recherche, et certains pensent que c'est car il veut s'accaparer toute la recherche de ce sujet pour lui seul, par fierté. Il est aussi l'homme qui a créé le système des princesses de Jahad, comme je l'avais déjà expliqué dans la vidéo sur les princesses. Il semble aimer fumer des cigarettes, comme on a pu le voir à l'arc de la bataille de l'atelier, et est très hautain. Il pense qu'à l'exception des irréguliers et de quelques autres personnes, les autres ne sont que des insectes qui ne méritent même pas qu'on prête attention à eux. Lui et Eurasia Blossom étaient autrefois amoureux et eurent un enfant, Eurasia aînée Jahad, mais après l'incident d'Aîné Jahad, ils se séparèrent tous les deux, notamment car Eurasia Blossom était déjà opposée à ce que Aînée devienne une princesse de Jahad à la base. Après avoir rompu avec elle, il commença à sortir avec différentes femmes afin de combler le grand vide qu'elle laissa, ruinant un peu sa réputation. Avec les lunettes qu'il porte pour mieux voir le Shinsu et ses élégants cheveux bruns, il est un très bel homme, ce que Eurasia Blossom avait déjà commenté en disant « Oui, il ressemble à un livre ancien et élégant, le genre de livre qui vous fait bâiller après l'avoir lu », ce qui est un compliment je suppose. Il est dit qu'ils se détestent et s'aiment tous les deux, et il existe de nombreuses rumeurs sur la relation entre Gusteng et Blossom. La plupart sont fausses, mais il est dit qu'Aîné Jahad, qui est scellé, aurait sur elle des documents officiels détenant des secrets sur ces deux-là. Pobido Gusteng est, comme tout irrégulier, extrêmement puissant. C'est un manieur de vague de génie, tout en étant d'une grande intelligence, à un tel point que les membres de sa famille le disent omniscient. Tandis que Blossom utilisait le Shinsu directement au combat en tant que manière de vague offensif, Gusteng utilisait le Shinsu pour l'aider en tant que manière de vague de soutien. Si sa manipulation du Shinsu est incroyable et que ses prouesses au combat le sont tout autant, ses capacités restent inférieures à celles de Blossom. De là est née l'expression Gusteng regardant Blossom, qui désigne un génie envieux envers un génie encore plus grand. Depuis, cette expression a évolué pour désigner un homme et une femme dans une relation conflictuelle. Parmi les capacités hors du commun de Gusteng, il y a par exemple l'effacement de mémoire. Même si l'on ne sait pas vraiment comment cela fonctionne, il a été capable d'effacer la mémoire de tous les habitants de l'étage de la mort. Il a aussi été capable d'extraire toutes les âmes que White avait volées d'un simple geste. Enfin, Gusteng semble être l'un des grands masterminds de l'histoire de Tower of God. On sait par exemple que c'est lui qui a tiré les ficelles de toute la bataille de l'atelier, et peut-être aussi du train de l'enfer. Shu a lui-même avoué qu'il était un personnage extrêmement influent dans toute l'histoire. Et il a aussi dit qu'il ressemblait à un méchant de film noir avec son manteau.
Il est d'ailleurs le premier chef des 10 grandes familles à apparaître dans l'histoire. Après avoir volé l'espèce d'anneau à la donnée de Jahad dans les tâches cachées, grâce à la raie dévoreuse de trésors, Treasure Eating Stingray en anglais, qu'il avait donné à Rachel, Jahad a donné l'ordre, parmi les 3 ordres, dont j'ai déjà parlé sur l'épisode sur l'Empire de Jahad, d'exterminer la famille Pobido. Gusteng a ensuite affirmé son opposition à Jahad à la fin de la saison 2, en faisant cette déclaration à l'armée de Jahad. Je vais parler de notre soi-disant royaume éternel, construit sur l'aventure et la grandeur, sur des mensonges et des vérités. De même que sur ce qui devait arriver, mais que tout le monde a préféré ignorer, trop concentrés qu'ils étaient sur le bonheur, la santé et la stabilité. Roi de la tour et mes chers amis, une faille a commencé à se former. Eurasia Blossom. C'est la chef de la famille Eurasia, l'une des 10 grandes familles. Elle fait 1m55, a l'apparence d'une petite fille et adore les vêtements flamboyants, d'où son surnom Crevette à fleurs, qui est une espèce de crevette. Bien que Eurasia Blossom soit à la hauteur des autres chefs de famille, en termes de talent et de compétences, elle ne s'est pas impliquée dans la politique de la tour depuis le grand voyage. En effet, à cause de sa grande paresse, elle ne s'occupe ni des étages qu'elle dirige, ni de sa famille, et a donc reçu de nombreuses critiques de la part des autres chefs de famille à cause de cela. C'est d'ailleurs amusant qu'elle et Gusteng aient pu se mettre ensemble tant leurs personnalités sont opposées. Parmi les 12 grands guerriers, Eurasia Blossom est la plus puissante manieuse de vagues. Contrairement à Gusteng, elle ne s'est jamais intéressée à l'étude du Shinsu, mais elle est tout de même encore plus douée que lui. Dans l'un des livres que Gusteng a écrit, il y dit que Blossom est l'une des plus grandes manieuses de vagues de la tour, mais qu'elle ne peut rien apprendre à qui que ce soit car elle-même ne sait pas comment elle contrôle le Shinsu. Au combat, sa façon de contrôler le Shinsu était très violente et imprévisible. Même les chefs des 10 grandes familles s'écartaient quand elle commençait à attaquer. Sa maîtrise du Shinsu est telle qu'elle est capable de tuer instantanément 99% de la population d'une zone, simplement en accélérant le Shinsu dans cette zone. C'est dire à quel point c'est une femme dangereuse. Moyik Wan PGR. C'est le plus vieux des 3 seigneurs de l'Empire de Jahad, et c'est celui qui dirige l'Empire actuellement. Comme j'ai déjà parlé de lui dans la vidéo précédente sur l'Empire de Jahad, je vais essayer d'être concis. Il fait 7m39, possède un grand charisme, notamment grâce à son physique impressionnant, 7m39 quand même, mais aussi grâce à sa grande puissance au combat. Il manie une immense hallebarde, et il est dit qu'il peut occuper n'importe quelle position, et surtout qu'il ne se préoccupe juste pas des positions lors d'un combat. Sa place dans le classement est notamment due à sa position de seigneur, et surtout au fait qu'il soit actuellement à la tête de l'Empire. En fait, il est dans la tour l'homme qui a le plus de pouvoir politique après Jahad. C'est pour ça qu'il est si bien classé. Tupeli Tpeli, le chef de la famille Tupeli. L'une des 10 grandes familles, et sûrement la famille la plus mystérieuse, puisqu'on ne connaît presque rien à leur propos. Je leur ai d'ailleurs consacré un total de 10 secondes dans ma vidéo sur les 10 grandes familles, si vous vous souvenez bien. Mais en tout cas, on en connaît un peu plus sur leur chef, Tupeli Tpeli. Il fait 1m73 et est considéré comme le premier porteur de phare de l'histoire de la tour, même si on ne sait pas comment il en est arrivé là. Lorsqu'on lui demande comment il était devenu porteur de phare, il paraît qu'il répondit « Le paradis m'a donné les yeux de Dieu ». Après, on ne sait pas si c'est une légende ou non. Après le grand voyage, il est devenu l'un des chefs de famille les plus actifs, et avec des forgerons, il créa de nombreux objets. Il est aussi le pionnier du système où le porteur de phare agit comme un intermédiaire qui centralise toutes les communications d'une équipe. Sa création la plus connue est le phare Opéra. La création d'un opéra nécessite la plus haute pureté en suspendium et de nombreux matériaux extrêmement rares, et c'est pourquoi seuls 3 ont pu être fabriqués. Il est d'ailleurs peu probable qu'il en soit fabriqué de nouveau. En théorie, l'opéra étend le champ du Shinsu de l'utilisateur à l'infini, au-delà de toute raison et de toute limite. Ce qui en fait le rêve ultime de tous les porteurs de phare, car il permet de pouvoir observer n'importe quel endroit de la tour. Il contient également des mesures défensives qui font honte aux inventaires d'armure. Il n'a aucun point faible. Ses 3 détenteurs sont Tupeli Tpeli, Flux et Jainar Epelista Jahad. Mais Tupeli Tpeli, lui, ne l'utilise même pas car il préfère utiliser les yeux de Dieu, qui est un phare encore meilleur que l'opéra, bien qu'on ne sache rien à son sujet. Comme ses exploits indiquent qu'il a de nombreuses connaissances, qu'il est perspicace, innovateur et plein de ressources, il est très probable que Tupeli Tpeli ait été le stratège du groupe de Jahad. Le fait qu'il soit si bien classé alors que l'on n'a jamais entendu parler de sa famille, que ce soit dans le lore non canon, comme dans les chapitres où les Tupeli sont la seule grande famille qui n'a même pas été mentionnée une seule fois, et qu'ils n'occupent pas de position particulière dans l'Empire de Jahad, peut paraître étrange. Il doit y avoir des choses que l'on ne connaît pas à son propos ou à propos de sa famille. Après, il faut tout de même avouer que sa capacité à observer n'importe quel endroit de la tour constamment
est extrêmement utile, et que s'il a pu créer un objet aussi puissant que l'opéra, il en a sûrement créé plein d'autres, et avoir une panoplie d'objets aussi variés que puissants à sa disposition. Ha Yurin. Elle est à la tête de la famille Ha, l'une des 10 grandes familles. Elle mesure 1m90 et son surnom est Tête de Serpent. Elle est la première personne de l'histoire de la tour à occuper la position de scout, ou d'éclaireur selon la traduction. Et elle occupe aussi la position de pêcheur. Elle est la grand-mère de Ha Jin-sung et l'arrière-grand-mère de Ha Yuri Jahad. Malgré qu'ils ne se soient jamais mariés, elle et Arian ont fait des enfants, 2 jumeaux, qui sont les seuls enfants que Yurin aura eu dans sa vie. Ce qui fait que toute la famille Ha possède en vérité autant de sang des Ha que des Hari. Ces 2 jumeaux sont en conflit, comme je l'avais expliqué dans la vidéo sur les 10 grandes familles, mais cela n'intéresse pas Yurin. Elle a eu d'autres relations avec des hommes depuis, mais n'a jamais eu d'autres enfants, probablement à cause de la puissance de son sang, comme c'est le cas pour Jahad par exemple. Malgré son désintéressement à propos des conflits au sein de sa propre famille, elle a l'air très intéressée par le sort de Ha Yuri Jahad, sûrement car Yuri semble être le portrait craché de Yurin, que ce soit physiquement ou mentalement. Cet attachement envers elle est d'ailleurs source de tension depuis que Yuri a été emprisonnée à la fin de la saison 2. Il paraît qu'elle a une personnalité très agressive et audacieuse, qu'elle est du genre à être toujours en première ligne sur le front, même si elle semble s'être assagie depuis. Elle possède un style de combat très violent, mais aussi intelligent, et elle est assez forte pour occuper à la fois la position de scout et celle de pêcheur. On dit qu'elle traverse le champ de bataille avec grâce et souplesse, et qu'elle est la première à avoir utilisé le Shinsu pour renforcer son corps pendant les combats. Mais comme la plupart des chefs des 10 grandes familles, elle n'a pas participé à un combat depuis qu'elle est à la tête de sa famille. Baek Ryun. Il est le gouverneur du 77e étage, l'un des fondateurs du Wolexang et son actuel leader, ainsi que le meilleur ami du Rek Madzino. Il fait 1m67 et est le manieur de vague le plus doué de l'histoire de la tour. Il avait reçu un surnom par la RAO lorsqu'il est passé au ranker, mais il l'a refusé. Son nom vient du fin tissu de soie dans lequel il était enveloppé lorsqu'on le découvrit pour la première fois. Il est né dans la tour intermédiaire en tant qu'orphelin et sans avoir de carte résidentielle, ce qui est censé être interdit, voir l'épisode 1 sur la tour. Il s'est réfugié dans une forêt pour s'isoler des autres et n'a fait qu'un avec la forêt. Il y vécut longtemps. Il y a appris naturellement à contrôler le Shinsu, et au bout d'un moment, Edon étant intéressé par les capacités de Baek Ryun, fit de lui un régulier. Il gravit la tour très rapidement, devint ranker, puis retourna dans sa forêt sans avoir la moindre activité jusqu'à ce qu'il rencontre Urek Madzino. Je vous raconterai toute l'histoire en détail dans la vidéo lore sur le Wolexang, mais après cette rencontre, ils créèrent le Wolexang et Aryehon lui offrit le 77e étage. D'ailleurs, le fait que Baek Ryun ait pu apprendre à contrôler tout seul le Shinsu sans contrat avec l'administrateur de son étage est étrange. Donc soit il a passé un contrat sans vraiment le savoir, soit il est possible d'apprendre à contrôler le Shinsu sans contrat, mais je ne vois pas comment. Soit il est un enfant illégitime d'une des 10 grandes familles, et il est donc né avec un contrat dès la naissance, comme cela se fait souvent chez eux. Cette hypothèse est assez probable car on sait que de nombreux cas de viol par des membres des 10 grandes familles ont lieu dans la tour intermédiaire. L'apparence de Baek Ryun est sujet à controverse. Normalement, il apparaît comme un jeune garçon banal, mais parfois, il apparaît comme un homme grand. Certains disent même l'avoir vu apparaître tellement grand qu'il touchait le plafond de l'étage. Si sa position dans le classement est principalement due à son influence en tant que leader du Wolexang et en tant que meilleur ami du Rek, il est tout de même très puissant. C'est un manieur de vague qui contrôle le champ de bataille et préfère se servir de support plutôt que d'attaquer directement. Il est aussi apparemment impressionnant au corps à corps. En tout cas, puisqu'il n'a jamais participé à des batailles avec des hauts rankers, ses capacités au combat ne sont pas véritablement confirmées. Les places 7 et 8 sont réservées pour 2 personnes qui sont ex-aequo, Eurasia Ene Jahad et Adori Jahad. J'ai déjà beaucoup parlé de ces deux-là dans la vidéo sur les princesses de Jahad, alors je vais être bref. Ene Jahad est la fille de 2 chefs des 10 grandes familles, Pobi d'Augusteng et Eurasia Blossom, et a aussi un peu de sang de Jahad, puisqu'elle est une princesse de Jahad. Elle était de loin la plus puissante des princesses de Jahad à son époque, et lorsqu'elle devint folle, il fallut de nombreux hauts rankers pour l'arrêter, et elle en tua beaucoup, notamment d'autres princesses de Jahad. Il paraît même que Jahad lui-même dut intervenir. On sait qu'elle est extrêmement forte et que sa puissance était même reconnue par les chefs des 10 grandes familles. Elle avait d'ailleurs 2 armes de la série des 13 mois, le février blanc qu'on lui a repris, et le décembre incolore qui a été scellé avec elle. Adori Jahad est elle aussi une princesse de Jahad, et est actuellement considérée comme la plus puissante ainsi que la plus belle femme de la tour, par beaucoup de gens. On ne sait rien de son origine, ni d'à quelle famille elle pourrait appartenir.
Elle est la commandante en chef de l'armée de Jahad, ainsi que la capitaine des gardes royaux. Elle possède le Novembre Doré, qui est la seule arme de rang S de la série des 13 mois. Elle est la seule personne, hormis Bam, à avoir vaincu un Ranker alors qu'elle était encore régulière, et il paraît qu'avant même de devenir Ranker, elle avait déjà le niveau d'un haut Ranker. Adori et Ene Jahad sont souvent comparées l'une avec l'autre, mais personne ne sait qui est la plus forte des deux. Ce débat est d'ailleurs l'un des débats les plus populaires et sulfureux parmi les Rankers, et tout le monde rêve de les voir un jour combattre, exactement comme nous, lecteurs. En tout cas, avec cette 7ème place ex aequo, Eurasia Ene Jahad et Adori Jahad sont les non régulières les mieux classées de la tour, juste devant Baekryun. Khun Edan. Il est le chef de la famille Khun, l'une des 10 grandes familles. C'est le père d'énormément d'enfants, ainsi que le chef de famille à avoir le plus de femmes différentes, à un tel point que leur nombre dépasse sûrement le millier. Il mesure 2,27 m et l'un de ses surnoms est Espadon. Ce surnom lui a été donné à cause de sa lance, Mago, qui est une lance légendaire en sa possession. C'est une lance à compression et qui, une fois complètement décompressée, est capable de transpercer la moitié de la tour, selon Xiu. Même si c'est sûrement juste une façon de parler, une exagération. Son deuxième surnom est Coup de foudre bleu, à cause des propriétés du Shinsu qu'il contrôle. En effet, son Shinsu est très rapide et possède une puissance électrique incroyable. De nombreuses personnes pensaient que son surnom devrait être Anguille électrique, à cause de cela, mais il a tout de suite montré son refus en répondant qu'il tuerait toute personne le comparant à une anguille. Enfin, il reste un dernier surnom, celui donné par le grand, le magnifique Rak Racer, qui lui fit le grand honneur de le nommer Electro-Tortue. On sait qu'il est quelqu'un d'assez magnanime et qu'il prend du plaisir à combattre, qu'il est très fier et sûr de lui, mais aussi qu'il a beaucoup d'honneur. Cependant, il se montre complètement apathique envers sa famille puisqu'il se fiche complètement des conflits internes extrêmement violents qui s'y déroulent. Khun Hindluch, l'un des membres du Jardin Secret, disait qu'il était le pire père qu'un enfant pourrait avoir, et qu'il se fichait bien que ses enfants meurent tant qu'il avait à sa disposition des femmes et de l'alcool. On sait qu'il est ami avec Aryehon, malgré les rivalités entre leurs deux familles, mais qu'il est quand même un peu jaloux qu'il soit mieux classé que lui. D'ailleurs, il souhaiterait se battre contre Urek Madzino car il est l'homme qui l'a poussé hors du top 5 du classement. On sait aussi qu'il a créé un test spécial assez simple, mais très surprenant, dont le principe est le suivant. Celui qui se bat contre lui et gagne fera ce qu'il veut de sa famille, mais aucun régulier n'a jamais survécu au test. Enfin, le personnage de Khun Edan a été inspiré du dieu grec Dionysos, le dieu de la vigne, du vin et de ses excès, de la folie et de la démesure. C'est pourquoi il aime tant les femmes, l'alcool, ou même juste manger du raisin. Khun Edan est un véritable monstre au combat. Il est considéré comme le plus puissant des chefs des 10 grandes familles après Aryehon. Avant l'apparition d'Enryu, il était même considéré comme le meilleur lanceur de l'histoire de la tour, au point de recevoir le titre de dieu des lances. Malgré le fait qu'il soit un lanceur, il est aussi extrêmement puissant au corps à corps, ce qui lui permet aussi de prendre la position de pêcheur. Dans les tâches cachées, sa donnée a même été capable de tenir un combat au corps à corps contre la donnée de Jahad, même si Jahad ne devait probablement pas se donner à fond. Parmi les Jeon Sulsa, c'est-à-dire les utilisateurs d'électricité, il est le plus puissant de la tour. On sait aussi que son Shinsu possède deux autres qualités, à l'époque où il est entré dans les tâches cachées, dont la glace, mais qu'il en a sûrement développé d'autres avec le temps. On sait aussi que la forme de son Shinsu est une lance. J'expliquerai toutes ces histoires de qualité et de forme dans une vidéo lore qui sera consacrée au Shinsu, et qui risque d'ailleurs d'être une grosse galère à écrire. En plus de toute sa puissance au combat, la famille Khun qu'il dirige est la grande famille, avec les Aryeh, qui est la plus grande influence de la tour. Sa place est donc totalement justifiée. Mais il est maintenant temps de rentrer dans le top 5 avec Aryehon. C'est le chef de la famille Aryeh, sûrement la famille la plus influente de la tour. Il est le gouverneur du 100e étage et sa famille possède le plus grand nombre d'étages parmi les 10 grandes familles. Il est lui-même considéré comme le plus puissant des chefs des 10 grandes familles. Il fait 1m87 et ses surnoms sont Épée Blanche et Pagaie Blanche. Cela fait référence à la Pagaie Blanche, une épée en sa possession, qui est la seule épée qu'a fabriquée Maxet, le créateur de l'atelier. La Pagaie Blanche est l'unique arme de rang S+, de la tour. J'expliquerai ce que signifient en détail les rangs dans une vidéo lore sur les armes. Une autre vidéo qui risque d'être assez longue. Le nom de cette arme vient du Régalecidé, qu'on appelle aussi Oarfish en anglais, ce qui peut se traduire littéralement par poisson pagaie, et qui est une espèce de poisson. Dans l'univers de Tower of God, il s'agit d'une légendaire anguille en acier blanc, les anguilles en acier blanc étant une espèce de chineux plutôt répandue. On en a vu une au test du premier étage de BAM. Avant d'entrer dans la tour, lorsqu'il était encore dans le monde extérieur, il est dit que Aryehon a défié Jahad 10 fois et qu'il a perdu 10 fois.
et que c'est pour cela qu'il a accepté de devenir son serviteur. On le sait aussi très proche de Khun et Dan, comme je l'ai expliqué juste avant. On sait aussi qu'il a créé un test spécial au 100e étage que seules 2 personnes ont réussi, le premier étant Urek Madzino, dont le test était de résister aux attaques de Aryehon pendant 10 minutes. Urek ne fit pas que résister à ces attaques, mais le combattit sérieusement. Il était à égalité durant ces 10 minutes, mais Aryehon aurait dit, après coup, que Urek Madzino était bien meilleur, après quoi Urek devint le ranker le plus connu de la tour. La récompense après la réussite de l'épreuve était l'un des étages que possédait Aryehon, le 77e, celui qui est désormais gouverné par Baekryun, et où siège le Wolexang. La deuxième personne est Aryeh Ajiferion Jahad, dont la récompense, qui, il paraît, est très enfantine et personnelle, est inconnue. La seule fois où l'on voit Aryehon est lors d'un flashback d'Oakin où on le voit de dos et où il invite son fils à devenir un démon s'il espère pouvoir le surpasser. Aryehon est connu pour être très calme et élégant, il est aussi très maniéré, même pendant un combat. C'est un épéiste exceptionnel, sûrement le plus puissant de toute la tour. Il paraît même que son mystérieux style de maniement d'épée est indicible, que nul mot ne peut le décrire. Ajoutez à cela son épée pagaie blanche, de rang S+, il est certainement d'une puissance inimaginable. Mais pourtant, il reste 4 hommes à lui être supérieurs. Voilà pour cette longue deuxième partie, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle n'aura pas été trop longue. Je voulais vous donner toutes les informations possibles, alors forcément, on se retrouve avec une grosse vidéo. Mais bref, je ne vous retiens pas plus longtemps, n'hésitez pas à liker, partager, me poser des questions, etc. On se retrouve pour la troisième et dernière partie sur la RAO, où nous parlerons des 4 personnages les plus haut classés, mais également d'autres personnages très influents qui auraient pu être très bien classés, mais qui ne le sont pas, simplement car ce ne sont pas des rankers.